Mais comme je vous l'avais dit, j'avais dit à beaucoup d'organes de presse, c'est que la démocratie malienne n'existait que non. Depuis plusieurs années, ce sont les élections truquées, ce sont la corruption, le détournement des lieux publics, l'utilisation des fonds publics pour ceux qui sont au pouvoir, concernant la spéculation de toutes sortes, et une justice complètement défaillante, et les institutions complètement paralysées. Parce qu'en réalité, les populations ne savaient même plus les rôles que devaient jouer les institutions d'une manière générale, et on s'apprêtait à aller vraiment droit dans le mur, dans la mesure où les élections du 29 avril n'allaient pas être organisées et l'État est en train de perdre de l'argent. Vous me direz que cela se règle démocratiquement. Oui, évidemment, tout cela se règle démocratiquement, mais il s'est trouvé que la même pratique de scission qui a paralysé toutes les institutions du Mali s'est étendue sur l'armée et il y a eu la guerre au nord du Mali. Les jeunes sont en train de mourir, sont en train d'être tués, les politiciens sont affairés à battre campagne. Et malgré nos sollicitations en tant que parti à l'endroit de tous ces partis politiques pour dire que le nord brûle, la guerre au nord, les jeunes sont en train de défendre l'intégrité territoriale, sont en train d'être tués parce qu'une armée sous-équipée, mal équipée, mal nourrie et sans munitions, et qu'il fallait que toute la classe politique se retrouve. Non, les politiciens étaient en train d'étaler leurs milliards dans les journaux, à acheter les consciences, à aller acheter l'administration. Évidemment, nous qui sommes placés sur le terrain civil, nous avions que la mobilisation populaire et la révolte générale, qui sont toutefois reconnues par la Constitution. Nous nous apprêtions à faire ce travail-là lorsque ceux qui étaient sous les bombes, ceux qui étaient tués à longueur de journée avec un commandement défaillant, ont finalement retourné leurs armes contre le commandement. Parce qu'il faut reconnaître que cette démarche des militaires, c'était un retournement des militaires contre le haut commandement qui était incarné par le président contre lui-même à propos de la mauvaise gestion de la guerre. Alors donc l'un dans l'autre, le pays était gouvernable, il fallait trouver une issue, et l'issue a été trouvée par des soldats qui ont dit les raisons pour lesquelles ils se sont battus. C'était d'ailleurs évident avant même qu'ils ne prennent les armes. Alors nous trouvons qu'ils ont posé un acte salutaire. Un acte salutaire de quel acte? Donc tous les démocrates doivent s'engouffrer pour que tout ce qui a été fait hier et qui a fait que la démocratie malienne était une démocratie de façade soit corrigé définitivement afin que ce ne soit qu'un balbutiement de la démocratie d'un peuple debout pour la conquête des libertés démocratiques et politiques. Vous avez parlé d'ici, c'est aussi les réseaux que également. Est-ce que c'était nécessaire pour toujours? Absolument, c'était que, vous savez, lorsque vous mettez de la marmite sur le feu avec de l'eau fraîche là-dedans, il est nécessaire que la marmite bouille. Quand est-ce que la marmite va bouillir? Cela dépend du degré que vous mettez sur le feu et cela dépend également de la durée sur le feu. Et c'est un événement inattendu. Des gens qui sont en train d'être tués, on dit attendez 2 mois. 2 mois, ça peut être moi encore. Vous savez, quelques jours avant le coup d'État, il y a des contingents militaires qui avaient été envoyés au nord, arrivés à Séoul, la nuit aidant, tout le monde a débattu, tout le monde est retourné. Vous voyez, donc ce n'était plus une question de temps. Et c'est là où nos politiciens sont tombés dans l'erreur grave. Parce que gouverner, c'est prévenir. Étant donné que les institutions étaient fortement menacées, je crois que ceux qui avaient les moyens de pouvoir remettre tout ça sur l'heure n'ont pas accepté, c'est-à-dire le gouvernement en place, l'Assemblée en place devait être issue du gouvernement pour incompétence. Et là, en ce moment, on resterait toujours dans un cadre démocratique. Mais les principaux dirigeants étaient aveuglés par les échéances, parce que la dissolution du gouvernement aboutissait nécessairement à une prolongation du mandat du président de la République qui resterait tout à fait légalement. Alors donc, les gens ne voulaient pas s'accommoder de ça. Alors où est-ce qu'on allait faire les élections? 2 tiers du pays sont occupés. Où est-ce qu'on allait faire les élections? On allait consacrer de fait
la partition du pays. Mais non, non justement. Oui, et avant le coup d'État, l'armée n'existait que dans 5 zones. Avant le coup d'État, Tessalit est tombé. Tessalit, c'était la base la plus importante que le Mali avait et qui est convoitée par la communauté internationale. Tessalit est tombé. Et Tessalit tombé, le boulevard était tracé pour prendre Kidal. Et d'ailleurs, les jeunes ont fait preuve de beaucoup de courage. Sinon, la chute de Kidal était une question de quelques jours. Et d'ailleurs, vous ne le savez pas, nous le savons. Le président de la République qui a chuté a dit à certains de ses ministres que Tessalit va tomber et que Kidal va suivre. Donc, ils savaient. Donc, est-ce qu'on pourrait faire des élections étant donné que 2 tiers du pays sont occupés? Cette question est valable aujourd'hui encore. Et c'est pour cette raison que nous disons que pour nous, la priorité, c'est de souder le pays. La priorité, c'est de faire la paix. Et les élections vont suivre. Consolider ce acte de paix. Quel est votre regard sur la décision de la CEDEAO? Elle est injuste. Elle est injuste, elle est illégale dans sa démarche et dans sa procédure. On n'a jamais vu dans l'histoire de la CEDEAO une activité de cette nature-là. La CEDEAO est-elle un instrument de coercition, un instrument de répression ou un instrument économique? Elle est inhumaine, cette décision, dans la mesure où la FAO avait démontré que toute la bande sahélienne, en tout cas le Mali, est en proie à la famine. Alors donc vouloir tuer davantage les peuples maliens, c'est une décision inhumaine de la part de la CEDEAO. Elle est injuste, elle est inhumaine, elle est inacceptable. Et elle est d'autant plus inacceptable encore que ce que nous n'avons pas du tout compris, c'est que la Côte d'Ivoire, avant même que la décision ne s'applique, ferme ses frontières au Mali. C'est comme si elle déclarait la guerre au Mali. Nous n'avons pas compris cette démarche. La démarche humaine, fraternelle, qui a poussé à la création de la CEDEAO, n'existe plus au sein de cette CEDEAO, qui est un instrument à adhésion libre et volontaire. Alors donc, voulez-vous que le Mali lorgne du côté de la Mauritanie pour abandonner la CEDEAO aussi? Si c'est ça le vœu des uns et des autres, cela viendra parce que le peuple malien prendra ses responsabilités en temps opportun et devant l'histoire de l'Afrique. Alors donc je pense que quand le feu brûle dans un pays, il appartient à la CEDEAO de venir écouter, savoir ce qui se passe entre les différents protagonistes. C'est en ce moment qu'il prendra sa décision. Mais prendre une décision comme ça, parce que la France a condamné, parce que c'est parti de la Convention de la France. Quand le régime a chuté, la première réaction, la France a condamné ce coup d'État. Je ne sais même pas de quoi je me mêle. Immédiatement après, la CEDEAO a suivi pour condamner. Et après, certains partis maliens qui sont responsables de cette gestion chaotique et catastrophique se sont mis à condamner et ont fait une jonction avec la CEDEAO pour pouvoir demander encore que le déluge de feu s'abatte sur notre pays. La CEDEAO, ses partis politiques et l'Union africaine et l'Union européenne, disons la France, ont pris une décision très dramatique pour notre pays. Cette décision, encore une fois, elle n'est ni inhumaine, ni juste, ni fraternelle. Quelle est la relation de cette décision-là avec le gouvernement à un retour constitutionnel en tant que leader politique? Qu'est-ce que vous attendez pour demander au capitaine à la Constitution? C'est ouvrir une porte déjà ouverte. Nous n'avons pas besoin de la CEDEAO, de la décision de la CEDEAO, de qui que ce soit pour dire que nous allons vers une vie constitutionnelle normale. On ne peut pas ne pas le faire. Et le capitaine Sanogo n'est pas venu pour dire je suis le chef de l'État, je suis là, je ne vais pas. Mais on méprise notre peuple. La population suit davantage. Comment? La population suit davantage. Mais ce n'est pas le fait du capitaine Sanogo, ce n'est pas le fait du coup d'État. C'est le fait des décisions de la CEDEAO et c'est le fait des politiciens qui crient aujourd'hui à la démocratie, qui ont brillé par la corruption ici, les détournements des deniers publics, les passe-droits, la liquidation des structures comme la santé, comme l'éducation, qui ont créé des écoles privées partout et qui sont foutus complètement de la situation des enfants de ce pays-là. Ce sont leurs responsabilités. Et que le capitaine Sanogo n'est pas porteur d'une baguette magique pour qu'on fait le coup d'État et voilà, c'est le bonheur qui est arrivé. Non, le coup d'État permet simplement
de lever un obstacle. Et une fois l'obstacle levé, nous devons nous mettre ensemble pour construire ce pays. Et la CEDEAO nous empêche justement de faire ça, de faire un retour normal à une vie constitutionnelle normale. Ils viennent avec un agenda à eux. Leur agenda, vie constitutionnelle normale, vie constitutionnelle normale. Mais dites-moi, quel est ce président de la CEDEAO qui peut donner une leçon de démocratie au peuple malien? Qu'il lève le doigt, que le premier jette la pierre. On va lui dire comment il s'est installé. Nous avons fait une démocratie sans indépendance. On n'a pas eu besoin de la CEDEAO et de l'UE. Au contraire, ils étaient du côté de ceux qui nous réclamaient. Nous avons fait une insurrection populaire qui s'est achevée par un coup d'État dirigé par Amadou Touré. Nous l'avons salué. Malgré les insuffisances, nous l'avons salué et nous avons travaillé ensemble pour mettre un bateau en marche. Mais malheureusement, ce bateau en marche, ces politiciens véreux liés à certains manipules militaires et internationaux ont complètement confisqué la victoire de mars 91. Si aujourd'hui l'occasion est donnée de lever cet obstacle-là, je crois qu'il faut avoir confiance en notre peuple. Notre peuple va résoudre cette question-là. La question est qu'il ne faut pas venir mettre le couteau à la gorge d'un peuple pour dire suis ce chemin, ne suis pas ce chemin-là. Malheureusement, les Africains, ils passent toujours un à un. Ok, une dernière question. C'est comment ça se fait vous, de votre mouvement? Donc, qu'est-ce qu'on compte faire? Cela relève franchement du domaine de l'État. Mais nous avons déjà lancé un mouvement populaire. Les gens sont en train de prendre des initiatives dans les quartiers. Sans oublier que le fait fondamental, c'est qu'il faut que la CEDEAO enlève son pied sur notre tête. Sans oublier une chose, c'est que la question de l'État, dès qu'elle va être réglée, si on arrive à la régler et qu'on arrive à avoir une direction correcte, on saura vraiment comment se battre contre ces dictats de la CEDEAO. Alors donc, vivement, nous attendons que le gouvernement de transition soit mis en place, que les organes de transition soient mis en place et que nous nous mettons au travail pour reconstruire notre démocratie paralysée, liquidée par ceux qui crient aujourd'hui à certaines démocraties.